Pauline, je suis Head of Growth à Madines et j'ai le plaisir en fait d'animer avec les 3 intervenants ici ce pitch contest qui est fait avec Station F, qui est, je le rappelle, le plus grand incubateur d'Europe et avec qui on collabore. Alors ils sont pas là, spoil alert, ils n'ont pas pu à cause des grèves, hein, mais c'est pas grave. Juste pour information, nous on collabore très souvent avec eux et c'est grâce à eux qu'on repère en fait les pépites de demain. Vous l'aurez noté, le thème en fait de la Madi Keynote, c'est l'impact. L'impact des technologies en fait sur nos vies tout au long de notre vie, du moment où l'on est au moment où on meurt. C'est pas très gai, mais on évoque aussi ce sujet des steaks. Tout ça pour dire qu'en fait, on a voulu travailler avec Station F pour faire ce pitch contest, pour mettre en avant les pépites en fait à impact, dont vous faites partie. Très concrètement, on avait 3 thèmes. On a un thème qui est sur HR, inclusion, un thème sur tout ce qui est environnement et un dernier thème sur tout ce qui est health tech, qui correspond, vous l'aurez compris, au sujet de la Madi Keynote de ce jour. Pour justement, en fait, vous évaluer, on va dire ça comme ça. Et surtout, on vous a rassemblé un jury un peu de choix qui correspond très souvent à des besoins en termes de financement pour les startups. Donc, on a voulu vous offrir les meilleures solutions pour pouvoir pitcher en 2 minutes, je le rappelle, mais j'expliquerai les règles juste ensuite. On a Germain Gachet, Germain Gachet, tu es CEO et cofondateur de Sharpstone, qui est un cabinet de conseil en financement tout d'abord, mais ensuite tu as développé un véhicule d'investissement pour tout ce qui est en amorçage, pour tout le secteur en amorçage. Ensuite, on a Eva Olivier qui est associate, c'est Angel Square, qui est un réseau de business angel. Eva, tu confirmes? Ouais, une communauté de business angel et on vous accompagne sur tout ce qui est levée de fonds pré-seed, seed et série A. Merci Eva. Et on a Benoît Roblin, qui est le nouveau directeur de BPI Le Hub. Vous connaissez potentiellement BPI en fait de par les financements qu'ils peuvent apporter sur un côté très early stage. Il faut savoir que BPI Le Hub aide à l'accélération en fait. Hein, c'est presque pas un niveau, mais une étape supérieure. C'est un operating partner. On est là pour être le sparring partner de nos startups. Exactement. Et tu as aussi des possibilités de financement au sein de BPI Le Hub avec 6 fonds d'investissement, il me semble. 7 fonds d'investissement, tout à fait. Il y en a un en plus. Vous avez une possibilité en plus aujourd'hui. Donc tout ça pour dire qu'on vous offre en fait un peu ce jury, aussi à la clé en fait de ce pitch contest. Je pense que vous avez eu l'information par Station F. Vous avez le grand gagnant aura un article dans Madines avec une petite photo avec le membre du jury. Voilà. Et aussi une interview sur les réseaux sociaux. Très concrètement, les règles, et je serai assez intransigeante dessus pour, déjà, 1, par souci d'équité, et 2, aussi en termes de timing. On est très serré, on commence certes en avance, mais on est quand même assez serré. Donc, j'invite juste les startups, je vais vous appeler au fur et à mesure. Vous allez vous mettre ici, vous allez avoir 2 minutes de pitch, vous avez le timer qui est juste là pour pouvoir repérer, 2 minutes de pitch et 2 minutes de questions-réponses. Donc potentiellement, je demanderai à mes collègues du membre du jury d'être très brefs là-dessus pour pouvoir les laisser répondre et pas être frustrés sur leurs réponses. OK? Je vous expose aussi les critères en fait par rapport à ce pitch contest. Qualité du pitch, innovation, donc votre proposition de valeur, tout ce qui est modèle économique et dernier point, mais pas des moindres, tout ce qui est potentiel d'acquisition. C'est-à-dire quelle est votre stratégie d'acquisition marché. OK? Et tout ça, vous êtes noté sur 20 là-dessus. Vous n'avez pas de support, on a essayé de faire un format un peu original, donc ce qu'on attend aussi de vous, hormis ces 4 critères-là, qui sont là pour objectiver la délibération des membres du jury, c'est d'incarner votre projet, donc soyez le plus convaincant possible. OK? Est-ce que ça va? Pas trop stressé? OK. Je le rappelle, je vous expliquais ce qui avait gagné. Juste pour rappel, nous, on délibère aussi. On n'annonce pas le gagnant juste après les pitchs. On va se permettre de délibérer à 4 tout d'abord. On annoncera les gagnants en off. Et surtout, le grand gagnant, on fera une petite photo au photocall tout à l'heure. Ça va? OK, je vous annonce un peu l'ordre de passage. Donc, on va commencer avec David de White Lab Genomics. David, tu peux prendre le micro. Avant de pitcher, je vais juste annoncer les autres, comme ça tu prends juste ta place. Ensuite, on aura Amatera. Cumulus, ils sont arrivés ou pas? C'est pas grave, ça me fait gagner du temps. Palm, ensuite. Agenti, je l'ai bien dit cette fois-ci. Omena, Clarity, j'ai bien dit aussi. Artemis et Mercatim. OK? David, quand tu veux, tu as les 2 minutes qui se mettent en route. C'est à toi. C'est bon. Bonjour à tous. Donc, je suis David, je suis CEO, cofondateur de la société White Lab Genomics. Nous, on est spécialisé dans une plateforme d'IA dédiée aux thérapies qui utilisent l'ADN et l'ARN. On les appelle aussi les thérapies génomiques. Donc, c'est une nouvelle génération de médicaments absolument révolutionnaire. On l'a vu avec l'ARN messager. Ces médicaments peuvent adresser des maladies dans les cancers,
des maladies cardiovasculaires, les maladies neuro. Et ce sont des médicaments qui nécessitent qu'une ou deux injections et ensuite le patient est littéralement guéri. Il y a l'exemple plus connu de la myotrophie spinale. Il y a une vingtaine de médicaments comme ça aujourd'hui sur le marché, dont celui pour la myotrophie spinale. Le problème de ces médicaments, c'est qu'ils coûtent très cher, dans ce cas-là 2 millions d'euros. Ils ont pris 15 ans pour développer et ça a coûté 2 milliards de R&D. Donc à White Lab, notre mission, c'est de réduire par 3 les temps de développement en utilisant des approches de data multi-omiques. Donc on va aller chercher toutes les informations biologiques au sein du corps humain grâce à des grands jeux de données et appliquer nos algorithmes d'intelligence artificielle pour permettre de construire avec des outils de simulation ces thérapies-là qui sont composées d'une séquence thérapeutique et d'un véhicule de transport comme un vecteur viral. Aujourd'hui, on a déjà des clients, tels le Généton justement, qui développe ce type de thérapie. On a des clients en France, aux États-Unis. On a une forte traction puisqu'on a triplé notre chiffre d'affaires entre 2021 et 2022. On est sur un modèle économique de collaboration R&D, c'est-à-dire qu'on rentre en partenariat avec nos clients qui sont des laboratoires, des biotech et des pharma. On a des milestones, des upfronts, des milestones et des royalties. Et donc, c'est comme ça que ça nous permet de développer nos approches en France, en Europe et également à l'étranger, sachant que le marché est très dynamique aux États-Unis. Voilà. Et en termes de notre exposition, donc on est effectivement Futur 40 de Station F, on est dans l'écosystème Y Combinator également, et on est ravis de pouvoir être là aujourd'hui pour soutenir notre forte croissance. En particulier, on a des talents à accueillir, des data scientists et des biologistes qui sont bienvenus pour candidater chez nous. Donc merci beaucoup pour cette opportunité. Merci David, pile pas dans les temps. Est-ce qu'on a une question du côté du jury ? Alors, je vais peut-être ouvrir les hostilités. Vas-y, tu as 2 minutes, hein. Pareil, c'est le même exercice que les startups. Moi, juste une question sur... Vous avez mentionné que vous allez capter de la data sur le corps humain. Comment vous voulez procéder et comment vous allez gérer la confidentialité des informations ? Alors en fait, merci pour cette question. Donc ce n'est pas directement sur les personnes physiques. En fait, il y a des grands jeux de données d'analyse de séquences qui sont des données publiques, donc anonymisées, en génomique, en protéomique, en transcriptomique et en plein de omique, qui vont depuis l'ADN jusqu'à l'organe. Et donc en fait, on est capable d'utiliser ces données, de les intégrer ensemble et de remonter à travers des algorithmes la chaîne biologique et moléculaire entre une maladie et un dysfonctionnement cellulaire. Et est-ce que tu as déjà des use cases où tu as pu démontrer le temps gagné, ou c'est des projets trop longs pour le faire ? Donc notre objectif, c'est de diminuer par 3 les temps de développement. Aujourd'hui, on est à 2 parce qu'on a 4 ans d'existence seulement. Donc on a un peu de scale à faire et d'automatisation. Et en plus, on est encore sur des projets de relative petite taille qui vont durer 6-12 mois, alors que le prochain projet qui arrive pour nous va durer 5 ans. Donc on aura des KPI, on va dire, plus ajustés statistiquement. Une dernière question, Eva. Comment tu factures ton produit à tes clients, justement ? En fait, on a une facturation qui est... Alors, ce sont des projets de collaboration R&D, notamment calculés sur la quantité de temps aussi qu'on peut leur faire gagner en termes de productivité, qui s'élève à des sommes très importantes, parce que le développement préclinique d'un médicament, c'est 400-500 millions de dollars. Donc nous, on prend une petite partie de ça en fonction des milestones qu'on permet aux clients d'atteindre. Donc on est sur des projets qui vont très vite aller au-delà de 250-300 000 euros pour un projet, plus des milestones, plus des royalties. Merci David, Merci. On a respecté à peu près le timing. Je t'invite à te rasseoir. Ah bah super. Tu prends déjà la suite. Merci pour le service. Même exercice, le timer va se mettre en route dès que tu commences. 2 minutes pour pitcher et les questions du jury. C'est à toi. Ok. Bonjour à tous, je suis Omar, le cofondateur d'Amatera. Notre vin et notre café sont fortement menacés par le réchauffement climatique. Ces deux produits, qui sont au cœur de notre quotidien, alimentent chacun des industries de plus de 400 milliards d'euros. Pardon. C'est rien, c'est juste le jingle. Comment ? C'est juste le jingle à côté. Ok. Alimentent des industries de plus de 400 milliards d'euros, sont menacées parce qu'elles sont le fruit de variétés de vignes et de caféiers qui ont été adaptés à leur environnement il y a 20 ans, mais ne le sont plus aujourd'hui et le seront encore moins demain. Prenons l'exemple du café.
La superficie de terre arable pour cultiver la variété Arabica, qui représente 70% du marché, va être divisée par 2, voire par 3 d'ici 2050. Mais actuellement, nous sommes incapables d'améliorer efficacement les variétés de plantes à cycle long, et ce parce que les techniques d'édition, d'amélioration variétale pour toutes les plantes ne sont pas du tout adaptées pour les plantes à cycle long. D'un côté, on a les approches conventionnelles qui permettent d'améliorer une plante mais en 20 ans. Et de l'autre côté, on a les techniques OGM d'édition du génome ciblé qui rencontrent plusieurs obstacles sur ces modèles de plantes, tant technologiques que d'acceptabilité parce qu'ils sont OGM. Alors, avec ma cofondatrice Lucie, nous avons créé Amatera, une plateforme de biotechnologie optimisée pour les plantes à cycle long. Nous faisons finalement ce que les hommes font depuis des millénaires, en sélectionnant et en croisant les plantes. Mais eux le faisaient par les fleurs, tandis que nos technologies propriétaires nous permettent de le faire à une échelle cellulaire, de bout en bout, en quelques mois seulement. Cela nous permet de créer et d'améliorer une variété de plantes de façon non OGM 10 fois plus rapidement qu'aujourd'hui. Nous développons actuellement notre plateforme sur le modèle du café, et notamment en créant 2 variétés. La première variété, naturellement sans caféine, permettant de s'affranchir complètement des procédés chimiques et polluants de la décaféination, et le Robustica, une variété résistante au changement climatique et ayant un coût de production et environnemental divisé par 3. En parallèle de cela, nous sommes en négociation avec des acteurs majeurs de l'industrie agroalimentaire pour transférer notre technologie sur d'autres modèles de plantes comme la vigne, le cacao ou encore la banane, et ainsi assurer un futur durable à ces industries et à notre alimentation. Merci. Merci beaucoup Omar. On va passer aux questions du jury. Même exercice. Eva, vas-y. Est-ce que tu peux nous expliquer côté produit comment ça fonctionne concrètement ? Ouais. Donc concrètement, c'est vraiment une plateforme où on part d'une variété initiale qui présente des bonnes caractéristiques mais qui a un problème à résoudre. Et en sortie, c'est cette variété améliorée avec un trait agronomique qu'on aura intégré dans la variété. Et donc ça, on le fait. Donc c'est vraiment notre innovation, c'est de tout faire en culture in vitro, où on va créer des mutations mais de façon non OGM pour intégrer les traits agronomiques qui nous intéressent. Ok, et donc ça c'est vous qui le faites ou c'est potentiellement vos clients demain ? Non, c'est nous qui le faisons pour nos clients. Ouais. Et donc c'est la propriété de, je ne sais pas s'il y a une propriété intellectuelle derrière sur la plante. Ouais. Donc les 2 variétés propriétaires, la naturellement sans caféine et le Robustica, ça c'est nos variétés propres qui nous permettent de développer la plateforme. Et par contre, les autres projets de développement qu'on a sur le cacao et le café sont propriétés des agroalimentaires. Mais nous, on a un modèle comme mon compatriote avant, vraiment de plateforme. On a un upfront, des milestones et des royalties. Et justement, c'est une excellente transition. Est-ce que vous avez déjà des clients ? Est-ce que vous avez signé des contrats pour Alors ça là, on est en phase de R&D où on est en train de déposer l'IP. Enfin, il faut qu'on protège l'IP avant de signer des contrats. Mais on a 2 contrats dans le pipe, un sur le cacao et un sur le café avec les leaders de ces marchés-là. Donc voilà. Merci Omar. On conclut ainsi ton pitch. On peut l'applaudir en effet. C'est fait. On avait la startup Cumulus. Est-ce qu'ils sont là ? Sinon ils perdent leur place. Et c'est pas grave. Palm est là. Passage de micro. Même endroit. Et là s'il te plaît. Tu as bien le timer que tu peux bien visualiser. Dès que tu démarres ton pitch, le timer se met en route. C'est à toi. C'est parti. Aujourd'hui, plus de 50% des actifs quittent leur emploi moins de 2 ans après avoir été recrutés. La raison, c'est qu'il manque de visibilité sur les opportunités de développement. Et de l'autre côté, les entreprises essayent de recruter par tous les moyens pour remplir inlassablement le panier percé. Et de l'autre côté, elles essayent de mettre en place plein d'outils RH qui sont totalement verticalisés et qui rajoutent de la complexité et produisent surtout une data RH qui est complètement fragmentée. Mais les entreprises, tellement obsédées par ce problème, je pense, et j'en suis convaincue, elles oublient parfois qu'elles possèdent plein de trésors en interne. Mais comment connaître vraiment l'ensemble des talents quand il y en a des milliers, des centaines ? Je m'appelle Ella Atmani, j'ai cofondé Palm pour aider les entreprises et particulièrement les PME et les ETI à résoudre ce problème. Palm est une solution SaaS basée sur l'IA qui se connecte à la stack RH de nos clients et qui permet 3 choses. 1, d'effectuer une veille permanente sur les métiers, les compétences spécifiques au secteur de nos clients. 2, elle leur permet de mapper les compétences plus rapidement et automatiquement et surtout d'identifier en un clin d'œil les gaps de skills à combler. Et puis 3, elle permet
de donner du sens aux compétences. Notamment, on aide nos clients à activer les bons leviers en termes de formation, en termes de recrutement et en termes de mobilité interne. Enfin, la magie s'opère. Chaque talent au sein de l'entreprise se voit proposer des opportunités de carrière personnalisées en fonction de ses skills, de son potentiel et de ses aspirations. Et ils sont plus de 40 000 aujourd'hui à avoir adopté Palm. Nos clients en moyenne constatent, comme Paysheet, Asvo, OSEC, constatent une réduction du turnover de moins 20% et une augmentation de la mobilité interne de plus de 40%. Et puis surtout, nos clients ont fait le choix de révéler et développer les talents en interne. Quand je dis révéler, oui, révéler, parce que l'IA de Palm est aveugle au genre, à la couleur, à l'origine sociale de l'individu. Et que proposer à une personne une opportunité qu'elle n'envisageait même pas, c'est lutter tous les jours contre l'autocensure. C'est favoriser chaque jour l'inclusion de tous les talents. Merci. Là, on va passer aux questions-réponses. Question du côté des membres du jury. Benoît ou Germain? Quel type de taille de boîte tu cibles? Alors, on cible les entreprises PME et ETI à partir de 200 collaborateurs. Et aujourd'hui, on a des clients qui font une taille de 100 personnes à peu près. Et on peut monter jusqu'à 5 à 10 000 collaborateurs. On cible aussi les filiales de grands groupes qui se transforment et qui ont besoin de s'équiper. Quel va être ton modèle de pricing? Comment tu vas structurer ton offre? Alors, on est une solution SaaS, donc on est basé sur une facturation d'une licence mensuelle par salarié et par mois pour des engagements qui vont de 1 an jusqu'à l'infini, j'ai envie de dire. Et au-delà de ça, on facture des setup fees qui nous permettent de déployer la solution chez nos clients. Et côté data, est-ce que tu croises la data de tous tes clients pour en faire des études globales ou c'est vraiment en interne et chaque cadre d'école en interne? Alors, en fait, on fournit à nos clients cette veille permanente sur les métiers, les compétences qui sont spécifiques à leur secteur. On leur fournit même des templates de fiches de poste. Et ça, c'est grâce à la fois à une veille marché sur effectivement les offres d'emploi qui sont ouvertes à un instant T. Et effectivement, on croise aussi de façon complètement anonymisée et cryptée les données de plusieurs clients dans différents secteurs pour enrichir cette base de données. Merci beaucoup, Ella. On peut l'applaudir pour son pitch. Merci. On va passer à Genty. Même exercice. Quand tu démarres, le timer se met en route. C'est à toi. Super. Bonjour, je suis cofondateur d'Agenti qui a pour mission de vaincre la maladie d'Alzheimer en ciblant la phase silencieuse. Alzheimer, c'est 50 millions de patients dans le monde. Et sans prévention, on sera à 150 millions en 2050. Pour ces 50 millions qui ont un Alzheimer démentiel aujourd'hui, il est malheureusement déjà trop tard. Mais pour ces 150 millions qui vont développer un Alzheimer d'ici à 2050, il est encore temps d'agir. Aujourd'hui, ils sont dans la phase asymptomatique, juste au début de la maladie. Et ils pourraient donc bénéficier des traitements qui arrivent sur le marché, comme le traitement d'Eisai, qui vient d'être accepté aux États-Unis. Le problème, c'est que les diagnostics actuels sont invasifs, et lorsqu'on les utilise pour détecter la maladie avant la phase démentielle, ils présentent 25% de faux positifs. Ces 25% de faux positifs, ce sont des individus qui n'ont pas Alzheimer, qui vont subir les effets secondaires de ces traitements, et qui finalement vont prendre la place de vrais patients Alzheimer qui, eux, pourraient bénéficier de ces traitements. Il est urgent aujourd'hui de développer un diagnostic sanguin pour identifier ces patients tout en limitant le nombre de faux positifs. Et c'est exactement ce qu'on fait à Agenti. Après 10 années de recherche et des partenariats avec des instituts aux États-Unis, en Europe et en Australie, nous venons de valider un diagnostic sanguin qui permet de détecter Alzheimer avant l'apparition de la démence, tout en divisant par 5 le nombre de faux positifs. Comment ça fonctionne? C'est un simple test sanguin, on fait une prise de sang dans un laboratoire de ville, on analyse 16 biomarqueurs et avec un algorithme de machine learning, on pose un diagnostic, Alzheimer ou non Alzheimer. C'est donc un test qui est non invasif, scalable et qui permet de réduire énormément le nombre de faux positifs. Aujourd'hui, on démarre une levée de fonds de 20 millions d'euros pour commencer à commercialiser ce test et finalement permettre à ces 150 millions de patients de ralentir la progression de leur maladie pour qu'ils ne développent jamais la démence. Merci. Merci. Il te reste encore 15 petites secondes, mais un beau call to action peut-être pour en termes de financement. Plus de questions, exactement. Comment vous allez le commercialiser, le produit en fait? On va faire des partenariats avec des réseaux de laboratoires d'analyse médicale. Ça pourrait être Cerba Healthcare par exemple en France, qui eux sont déjà implantés. Donc en fait, on peut très rapidement adresser un très grand nombre de personnes. Ils ont la capacité de faire les dosages qu'on a développés en interne. Et nous, on apporte la couche software avec l'algorithme pour poser le diagnostic.
Moi, j'ai juste une petite question sur les aspects réglementaires. Est-ce que de quoi vous avez besoin pour mettre le produit sur le marché? Est-ce que vous avez besoin d'autorisation de mise sur le marché ou ce genre de choses? Alors, pour l'Europe, ça va être le marquage CE. Pour les US, FDA. Ça, c'est pour la population générale. En revanche, il y a un marché qu'on peut déjà tout de suite adresser et qu'on commence à adresser, c'est le marché des inclusions de patients dans les essais cliniques, où là, on n'a pas besoin d'avoir de marquage pour commencer à vendre. Et sur la partie de test, du coup, vous avez testé sur combien de patients, et pour avoir les résultats aujourd'hui que vous énoncez, vous vous êtes pris comment? Donc on a eu accès à 632 échantillons de patients qui ont Alzheimer maintenant, mais ont été prélevés parfois jusqu'à 18 ans. Donc ça, c'est extrêmement compliqué à obtenir. Et donc ça, c'est les tests qu'on a fait. Donc on a entraîné l'algorithme sur une partie du set et on a testé sur un set indépendant pour vérifier les performances dans le cadre d'une population générale. 630 patients. 630 au total, ouais. Dernière question avec Germain, ou je t'ai vu lever le micro, c'est pour ça. Votre roadmap de déploiement, ça va être quoi alors? Là, on commence avec l'industrie pharma pour aider dans les essais cliniques et le plus rapidement possible pour la population générale, puisque c'est une des principales problématiques du traitement qui vient d'être accepté. On va avoir beaucoup de faux positifs, ça a énormément d'effets secondaires, donc il faut vraiment le donner à des patients Alzheimer. Donc on discute justement avec ces pharmas-là pour aussi accélérer sur ce point-là. Très rapidement, une question de Benoît. Une dernière question sur quelle est votre caution un peu santé ou médecine? Est-ce que vous avez des médecins qui vous soutiennent et qui font office de key opinion leader dans le secteur? Ouais. Alors on a plus de 13 partenariats avec des instituts de recherche qui sont experts sur Alzheimer partout dans le monde. Et là, sur la dernière étude, on était avec 8 cliniciens qui sont experts des phases précliniques d'Alzheimer et qui conduisent les essais cliniques d'Eli Lilly, de Roche, etc. Merci beaucoup, Baptiste. Merci beaucoup. On va passer à Omena. Mathilde, je t'en prie. Passage de micro. Même exercice. Quand tu démarres ton pitch, le timer se met en route. C'est à toi, Mathilde. Bonjour à tous. Mathilde, je suis la fondatrice d'Omena et aujourd'hui, on va parler de ménopause. Toutes les femmes traversent ou traverseront un jour la ménopause. Qu'est-ce que c'est? Une phase physiologique où le corps arrête de produire des oestrogènes et où la femme ne peut plus faire d'enfants. Cette phase physiologique, pourtant, pour certaines femmes, va être une véritable bombe hormonale. De quoi parle-t-on en termes de symptômes? Douleurs articulaires, bouffées de chaleur, prise de poids, anxiété, le tout dans un contexte familial qui peut parfois être difficile, le départ des enfants, les parents qui tombent malades, etc. Le réflexe des femmes à ce moment-là est donc naturellement de se tourner vers leur médecin généraliste pour chercher de l'aide. Mais le constat est sans appel, les médecins généralistes n'ont pas le temps de s'occuper de la ménopause puisque ce n'est pas une maladie, et ils ne sont pas ou peu formés sur le sujet. Il n'y a donc pas de parcours de soins dédié à la ménopause pour les femmes qui sont en détresse à ce moment-là de leur vie. C'est donc ce qu'on a voulu créer chez Omena, un parcours de soins. Qu'est-ce qu'un bon parcours de soins? C'est la bonne combinaison entre de l'efficacité thérapeutique et de l'écoute de l'intervention humaine. Pour l'efficacité thérapeutique, on a imaginé avec notre comité scientifique, les gynécologues qui ont dédié leur carrière au sujet de la ménopause, une application qui permet aux femmes de gérer leurs symptômes de ménopause, par exemple avec des programmes d'étirement pour celles qui souffrent de douleurs articulaires, des programmes de méditation pour celles qui souffrent d'anxiété, et ensuite la partie accompagnement humain avec une plateforme de téléconsultation dédiée pour l'écoute. Omena en chiffre aujourd'hui, c'est 40 000 inscrites sur l'application quelques mois après son lancement et 10% d'utilisatrices payantes, déjà les meilleurs benchmarks d'applications de bien-être qui existent sur le marché, et 500 préinscrites pour la plateforme de téléconsultation que nous lançons la semaine prochaine. Donc si vous voulez nous aider à retravailler complètement la façon avec laquelle les femmes vivent la décennie de la cinquantaine, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Merci. Merci beaucoup, Mathilde. On passe aux questions-réponses. Tes users, ils restent combien de temps avec l'application? Enfin, la phase de ménopause, c'est long ou pas? Ouais, en moyenne, on dit que les symptômes durent entre 5 et 7 ans. Et nous, en termes de rétention, à 3 mois, on est à 30%, sachant que les bons benchmarks d'applications mobiles, c'est 30% à 1 mois. Voilà. Si, Eva? Comment tu prices ton application? Donc, tu disais que tu avais 10% de payants, mais est-ce que tu as plusieurs canaux pour pricer ta solution ou...
Ouais, on fait de l'A/B testing sur les différents prix. C'est entre 10 et 15 euros pour l'abonnement mensuel, 60 euros pour l'abonnement annuel. Et effectivement, on a du meilleur taux de payant sur Google Ads parce que c'est des gens qui font des recherches sur la ménopause, du coup, qui sont déjà engagés par rapport à trouver des solutions par rapport à ça. Et la dernière question, c'est un peu votre modèle d'acquisition. Est-ce que c'est uniquement avec du digital ou est-ce que vous envisagez des partenariats avec des acteurs de cet écosystème ? Ouais, en gros, nous, dès le début, on a voulu s'associer avec le GEMVI, qui est la Société nationale de la ménopause, pour avoir une bonne visibilité aussi auprès des médecins. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils ne savent pas vers qui orienter les femmes à ce moment-là de leur vie et ils manquent de solutions. Donc, il y a aussi une vraie carte à jouer à se faire connaître auprès de l'écosystème médical. Merci. Merci beaucoup, Mathilde. On va passer à Clarity. Passage de micro encore une fois. Je t'invite à te positionner juste là-bas. Raphaël, merci beaucoup. Quand tu démarres, Raphaël, le timer se met en route. C'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Certain, je suis le fondateur et CEO de Clarity. Clarity, c'est la première clinique digitale entièrement dédiée aux maladies neurologiques. On sait tous à quel point la maladie d'Alzheimer peut être dévastatrice à la fois pour les patients et pour les familles de patients. Et malgré les 60 millions de personnes atteintes dans le monde, comme l'a mentionné Baptiste, il n'y a encore aucun vrai traitement efficace et sans risque d'utilisation. Mais très récemment, il y a un domaine des neurosciences dans lequel on a fait une découverte qui s'appelle le domaine des neurostimulations. On a découvert qu'un certain type de stimulation audiovisuelle, qui ressemble à des flashs lumineux couplés à des sons modulés à certaines fréquences, pouvait entraîner un certain type d'activité cérébrale et ralentir significativement la progression de la maladie d'Alzheimer. Significativement, puisqu'on a montré une amélioration de la mémoire, du sommeil, des capacités d'autonomie dans le quotidien de l'ordre de 60 à 84%. Et aujourd'hui, Clarity est le premier acteur à intégrer ces méthodes de stimulation audiovisuelle au travers d'un casque de réalité virtuelle pour apporter ces nouvelles formes de thérapie digitale directement au domicile des patients. Donc on intègre également des capteurs de mesure de l'activité cérébrale au dispositif de manière à vraiment venir mesurer et personnaliser le traitement, mais également effectuer un suivi des patients à distance. Et comme la maladie n'est pas simplement un problème pour les patients, mais également pour les familles de patients, on apporte également une plateforme holistique, donc on appelle plus communément la clinique digitale, pour vraiment venir accompagner le patient à chaque étape du parcours de soins, avec du suivi, du soutien personnalisé et l'accès à distance à de véritables professionnels de santé. Ces derniers mois, on a établi de nombreux partenariats académiques avec de grandes universités américaines et britanniques. On a développé un premier prototype fonctionnel de notre technologie qu'on va tester dans une étude clinique aux États-Unis à l'été prochain. Et c'est également l'opportunité pour moi d'annoncer qu'on va ouvrir la première version de la clinique digitale aux États-Unis la semaine prochaine. Donc, ce qui était à la base un projet de recherche pendant ma thèse de master en neurosciences a pas mal évolué. L'équipe est aujourd'hui composée d'une dizaine de profils internationaux répartis entre les États-Unis et la France. Et on compte bien accélérer notre développement pour apporter plus rapidement ces solutions au domicile des patients. Merci. Merci beaucoup. Dans les temps. On passe aux questions-réponses. Eva, je t'ai vu en premier peut-être ? Oui, moi je me demandais concrètement le casque, comment vous l'avez construit et combien de temps ça prend Alors le casque, du coup, jusqu'ici on utilise des technologies existantes pour faire tous nos prototypes. Donc on n'a développé aucun hardware en interne. Là maintenant on commence à développer notre propre device parce qu'il y a différentes contraintes réglementaires qui font que tout doit être correctement intégré. Et également pour apporter vraiment efficacement les protocoles thérapeutiques sans supervision à la maison. Et sinon, en termes de délivrance du traitement, c'est entre 30 minutes et 60 minutes de stimulation au quotidien dans le casque. Et on va dire le patient n'a rien à faire si ce n'est que d'appuyer sur un bouton, lancer la session. Et pendant qu'on délivre les stimulations, nous on enregistre et on envoie toutes les données sur la plateforme qui sera accessible du coup à l'équipe médicale et aux familles de patients. Benoît et ensuite Ouais, Germain. je vais y aller. Alors, moi, j'ai une petite question. C'est plus sur qui sont vos prescripteurs. En fait, il y a deux questions. Hein. C'est un peu vicieux, mais qui sont vos prescripteurs? Et la deuxième, c'est finalement où est-ce que vous en êtes sur l'aspect réglementaire qui est quand même. C'est un dispositif médical? Comment ça va se traiter?
Alors nous, sur l'aspect réglementaire, il y a deux aspects, il y a le software et le device. Donc la réglementation évolue beaucoup en ce moment. Maintenant, comme nous, notre go-to-market est vraiment aux États-Unis, on est considéré comme à la fois un dispositif médical et un software dans un dispositif médical. Donc on a cet aspect réglementaire au travers duquel on est en train de passer. On a eu les premiers contacts avec la FDA récemment pour justement mettre ça en place avec eux. Pour l'étude qu'on va faire à l'été prochain, on n'a pas besoin de ces certifications-là, comme c'est une phase 1. Par contre, on a besoin des comités éthiques, de l'hôpital qui est notamment à Boston, là où on va faire l'étude. Et en termes de prescription, donc là, c'est vraiment un business model de medical device assez classique. Généralement, suite à un diagnostic, on prescrit une solution. Donc le plus vite possible, les tests comme celui de Baptiste seront sur le marché et le mieux ce sera pour nous parce que le plus tôt on arrive dans la maladie et le plus efficace ce sera pour les patients. Et donc derrière, c'est vraiment prescription, accès du device en pharmacie ou en ligne sur recommandation du médecin. Dernière question rapide, Germain. Rapide, tu parlais de ta thèse, c'est les travaux de recherche. Tu es à la base ou c'est... En fait, le domaine des stimulations audiovisuelles est un tout petit domaine. Il y a, on va dire, une dizaine de chercheurs dans le monde qui travaillent dessus. J'ai eu la chance de faire ma thèse de master là-dessus et moi-même de développer les méthodes qu'on utilise aujourd'hui dans la boîte, qui n'ont pas encore été publiées. Donc c'est vraiment des méthodes propriétaires. On a déposé un brevet sur à la fois les méthodes et le dispositif. Et donc c'est vraiment un domaine pionnier qui est en train de se développer. Les partenariats académiques et scientifiques qu'on a sont avec les labos principaux sur ce domaine-là. Et donc maintenant, c'est plus moi qui fais les recherches dans la boîte, mais ça se développe beaucoup et on va mener au-delà de l'étude clinique de nombreux travaux de recherche avec nos partenaires aux États-Unis et au Royaume-Uni. Merci beaucoup Raphaël. Je suis désolée, je suis intransigeante sur les règles. Le temps passe. On passe à Artemis. Même exercice. Ouais. Ah, on avait Charlotte. Petit changement de dernière minute. Ton prénom de cela Du coup, moi, c'est Gaëtan et je suis aussi cofondateur d'Artemis. Ok, Gaëtan, de cela quand tu démarres, le timer se met en route. Merci beaucoup. Donc, comme je te disais, je suis Gaëtan, je suis cofondateur d'Artemis et j'aimerais vous mettre un petit peu dans une situation. Imaginons que je vous croise dans la rue, je viens vous voir et je vous demande si vous voulez m'épouser. On est d'accord, c'est un petit peu bizarre. Vous allez vous dire, il est un peu fou. Je connais pas cette personne et vous allez me dire bien évidemment non. Et aujourd'hui, c'est exactement le même problème dans le recrutement. Quand je suis sur LinkedIn et que je reçois 10 messages de recruteurs qui me disent Hello, j'ai l'offre pour toi, est-ce que tu as 10 minutes pour en parler? J'ai pas envie de me dire que potentiellement un jour je quitterai mon travail, dans lequel je suis plutôt heureux actuellement, pour rejoindre une boîte que je connais pas forcément, une personne que je connais pas et dont j'ai aucune idée des valeurs, des projets, des ambitions. Aujourd'hui, moi j'ai envie d'une boîte qui vient me voir et qui me dit on a des intérêts communs, on a des atomes crochus et je peux vous apporter quelque chose. Et en fait, c'est pour ça qu'on a construit Artemis, avec cette conviction que les entreprises doivent établir une relation de confiance avec les talents avant de leur demander de postuler. Il faut en fait rassembler et engager des communautés de talents autour des projets de l'entreprise. Donc concrètement, comment ça se présente? En fait, c'est un CRM pour le recrutement qui permet de créer des campagnes d'engagement pour communiquer de façon très simple et surtout très personnalisée avec les viviers de talents. On leur dit quels sont les meilleurs canaux et quels sont les meilleurs moments pour aller interagir avec ces talents. Aujourd'hui, avec Artemis, on aide des entreprises comme Accenture, Deloitte, Auchan ou Spendesk à anticiper plutôt que de reprendre de zéro à chaque nouveau recrutement. Ça leur a permis d'économiser jusqu'à 40% de leur temps passé par les recruteurs. Et ces 40%, c'est du temps supplémentaire passé avec les talents pour apprendre à mieux les connaître, à mieux les comprendre, et donc à pouvoir créer une relation qui est durable. Donc si vous aussi, vous voulez changer la manière dont on fait le recrutement, et vous voulez rendre l'expérience beaucoup plus agréable à la fois pour les talents et pour les entreprises, n'hésitez pas à parler d'Artemis autour de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gaëtan. Est-ce qu'on a des questions du côté des membres du jury? Est-ce qu'il y a un secteur en particulier que vous allez viser pour proposer ce type de solution? En réalité, c'est quelque chose qui s'adapte pas mal à beaucoup de secteurs. Aujourd'hui, on est très focalisé sur les profils technologiques parce que c'est là où il y a le plus gros pain. Donc on va penser à tout ce qui est data, infra, développeurs, etc. Et on va aussi là-dessus aider les entreprises à aller créer leur contenu parce que c'est pas facile de partager avec des gens qui ont fait de leur passion leur métier.
Comment vous allez chercher la data côté, pas recruteur, mais donc côté postulant, pour pouvoir les conseiller au mieux? En fait, beaucoup d'entreprises ont des communautés qui sont dormantes. Elles ont un trésor, c'est les anciens postulants, c'est les anciens stagiaires et alternants, c'est leurs alumni. Des gens qui sont quelque part sur le marché du travail, qui ne se posent pas forcément la question de changer d'entreprise, mais qui ont déjà un premier contact avec elles. Et donc, c'est ces personnes-là qu'on va potentiellement essayer de réactiver. Et on peut aussi aller aider les entreprises à aller sourcer des nouveaux talents, plus à la manière du marketing. Donc, je prends l'exemple des développeurs, puisque c'est ce dont on parlait. On va aller leur proposer de poster du contenu intéressant sur des réseaux sociaux, notamment spécialisés. Donc, ça pourrait être Discord, ça pourrait être Stack Overflow, GitHub, etc. Et c'est là-dessus qu'on va aller récolter la donnée, pour que notamment ce soit aussi RGPD et que les gens aient voulu donner leurs coordonnées avant de les contacter. Dernière question. Comment ça se passe la relation entreprise recrutée une fois qu'ils ont engagé les talents? Ouais, bah en fait le talent, à partir du moment où il rentre dans la communauté, le but c'est de lui montrer qu'on peut lui apporter de la valeur et qu'on a des intérêts communs. Donc une fois que cette personne-là est avec nous depuis quelques mois, quelques années, on va pouvoir lui dire, bah écoutez, je recherche pour tel poste, donc pour un poste de développeur web, quelqu'un qui a telle compétence, etc. Et on va cibler ces personnes-là parmi notre communauté pour pouvoir leur pousser l'offre qui leur correspond à eux. Et ensuite, tout est géré par l'ATS. Les entreprises ont déjà leur ATS qui marche très bien. Et donc en fait, tout ce qui est processus de recrutement, ça va être géré par l'ATS. Merci, j'allais dire merci Charlotte, mais merci Gaëtan. Je t'invite à te rasseoir et on passe à Mercateam qui sera l'avant-dernière startup parce qu'on a Cumulus qui est arrivé finalement. Je veux? Oui, on attend juste que la slide passe. Voilà Adrien, parce que je vais t'appeler Charlotte ou sinon, et je pense pas que ça soit ton prénom. Non. Dès que tu démarres, le timer se met en route. C'est à toi. Très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Adrien, je suis le CEO de Mercateam et on va parler un peu d'industrie. Vous avez probablement remarqué qu'on parle de plus en plus des usines, de la réindustrialisation après la crise du Covid. Après les enjeux d'environnement, on doit complètement repenser notre façon de produire et de gérer notre production. Et ça devient un sujet majeur. Et aujourd'hui, les usines sont à nouveau au centre des débats. Le problème, c'est qu'on ne parle pas du tout que pendant des dizaines d'années, on a fait tout l'inverse. On a investi dans l'automatisation, en réduisant l'organisation du travail et en augmentant la pénibilité. Et on a plutôt investi dans la délocalisation. Les industriels, aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est la BPI, ils ne sont pas du tout prêts. Ils ne sont pas du tout prêts à rechanger entièrement leur façon de produire et leur réorganisation. Ils ne sont pas prêts à cette réindustrialisation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les compétences. Aujourd'hui, la BPI explique que 70% des industriels estiment que les compétences pour répondre à ces nouveaux enjeux environnementaux d'industrie 4.0, d'automatisation, ils ne les ont pas, ils ne sont pas à niveau. Et il va falloir, en seulement 10 ans, être capable de répondre à ces nouveaux enjeux. Et aujourd'hui, à chaque fois que vous allez dans une usine, vous vous rendez compte qu'il y a des Excel et du papier qui sont absolument partout. C'est ce qu'on fait nous chez Mercateam, on essaie de mettre la meilleure personne au meilleur endroit, on vient digitaliser tout leur process avec un petit peu d'intelligence artificielle, des algorithmes pour automatiser le placement sur poste, mais en prenant en compte la polyvalence des gens, la pénibilité sur poste pour que les gens bougent, pour qu'il y ait de la mobilité. Et du coup, on a des gains de productivité, d'agilité sur les entreprises. On divise par 4 aussi le temps de formation, parce qu'on aide les opérateurs à monter en compétences et à répondre aux métiers de demain. 40% des métiers de l'industrie n'existeront plus dans les 10 prochaines années. Ça bouge à toute vitesse. Et aujourd'hui, pour finir un petit peu sur nos clients, si ce matin, parmi vous, vous avez mis un parfum Givenchy, Kenzo, Guerlain, Dior, une crème Shiseido, si vous avez pris un Doliprane parce que vous avez mal à la tête, si vous avez eu un vaccin de chez Merck dans les 4 derniers jours, si vos lunettes, j'en vois certaines, c'est le verre Zeiss, et ben les personnes qui ont produit ça sont organisées, formées et gérées par Mercateam. Et je pense que c'est hyper important d'investir plus dans le col bleu et dans l'industrie aujourd'hui. Merci beaucoup Adrien. On va passer aux questions. Votre modèle économique sur... SaaS, B2B, abonnement mensuel, et on a 90% de contrats annuels ou sur 3 ans. Benoît? Oui, est-ce que vous avez une application concrète, un exemple concret sur une spécialité de métier? Parce que est-ce que c'est sur de la production, sur de la maintenance? Quelle typologie de métier vous allez couvrir avec votre solution? Alors, c'est extrêmement large, parce qu'on va être, ça peut être un port, un aéroport. On a 90% d'usines aujourd'hui, mais dès que vous avez des cols bleus avec une compétence, des contraintes pour aller sur une position, et ben nous, on va le gérer. On gère le high skill management, tout ce qui est complexe. Donc concrètement, vous arrivez le matin, vous voyez sur quel poste vous allez être affecté, quelle formation il va vous falloir pour aussi bosser dans 2 semaines sur cette différente position.
C'est un peu comme dans un aéroport, vous penserez peut-être à Mercatim, quand vous regardez par l'hublot la personne qui vient chercher vos valises, elle a une autorisation pour rentrer sur l'aéroport, une autorisation pour aller sur le tarmac, un permis et une habilitation pour conduire cela. Et tout ça, ça se gère. C'est beaucoup de contraintes, beaucoup de formation et c'est ce qu'on fait en fait. Et sur la partie formation, vous l'avez internalisé aussi ou vous passez par des intervenants? Alors, tout ce qui est formation réglementaire externe, il y a des centres de formation. Mais nous, en fait, contrairement à beaucoup d'outils, on s'est dit il faut avoir le RH opérationnel, donc la formation et la gestion des équipes, parce que c'est du complexe. Et en interne, parfois, une formation, ça peut durer 3-5 mois dans une usine pour produire un parfum ou un médicament. Merci beaucoup, Adrien. Merci à tous. On peut l'applaudir pour son pitch. On avait la startup Cumulus. Super, Mohamed, on a réussi à t'avoir à temps. Je précise juste la chose, c'est le timer, parce que Mohamed est un petit peu en retard, mais il n'y a pas de souci. 2 minutes de pitch et ensuite on passe aux questions-réponses. Merci. Juste pour la prod, si on peut, parfait. Du côté prod, ça suit, très bien. C'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour, Mohamed Ali Abid, je suis le CTO et cofondateur de Cumulus. Avec mon associé, on croit au droit de chacun d'avoir l'accès à l'eau potable. Et c'est une problématique qui va devenir de plus en plus récurrente dans les prochaines années. Donc on a fondé Cumulus où on conçoit, fabrique et exploite des générateurs d'eau atmosphérique, des machines qui font de l'eau potable à partir de l'humidité de l'air en utilisant uniquement de l'électricité ou de l'énergie solaire. Nos produits s'adaptent aux conditions atmosphériques, température, humidité, pour minimiser la consommation énergétique et maximiser la production d'eau. Elles sont également connectées, elles peuvent être monitorées et contrôlées à distance. L'eau produite par nos produits se substitue aux bouteilles d'eau en plastique afin de réduire l'impact écologique de ces matériaux, de réduire l'impact carbone de la distribution de ces bouteilles et de produire l'eau localement là où elle est consommée. Avec ce produit, on adresse le marché de l'Afrique du Nord, le sud de l'Europe et le Moyen-Orient. C'est un marché où les bouteilles d'eau en plastique représentent 8 milliards d'euros en 2021 et qui connaît une croissance de 7 à 8% par an. Dans cette zone, on adresse les hôtels, les entreprises, les ONG qui financent l'accès à l'eau potable dans les régions défavorisées. On propose un service d'abonnement mensuel par machine qui donne aussi accès à la plateforme en ligne de monitoring et de contrôle à distance. Cumulus a été créé en 2021. Aujourd'hui, on est présent dans 3 pays. On a une équipe d'une quinzaine de personnes, dont une dizaine d'ingénieurs et 2 docteurs. On a 2 brevets déposés et 2 en cours de développement. On a des partenariats avec des centres de recherche en France, notamment sur l'efficacité énergétique du procédé et la qualité de l'eau. En 2021, on compte déployer à grande échelle dans les pays où on est présent et on croit fortement à notre capacité à aller plus loin avec cette technologie pour la démocratiser à plus grande échelle. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. On passe aux questions. Germain. Déployé aussi vite, vous avez des distributeurs ou c'est à chaque fois vous qui gérez les opérations Alors, on a des partenaires qui font la production et des partenaires qui vont distribuer dans 2 pays. Et en Tunisie, on est présent directement. Donc en France, Espagne, on a des partenaires. En France, on est présent. En Espagne, on a un partenaire de distribution. Et en Tunisie, on est aussi présent. J'ai pas bien compris si c'était vous qui produisez l'eau et qui la distribuez sur site ou si vous louez votre machine pour que vos clients utilisent la machine. C'est l'option B. On loue la machine. Et moi, la dernière question, c'est le fonctionnement pour convertir cette air en eau. Quelle énergie vous allez utiliser? C'est solaire, c'est ça ou... C'est de l'électricité. Okay. Alors, l'électricité de secteur, vous mettez des panneaux et un onduleur, une batterie, un secteur, ça marche avec tout. Okay. Avec les panneaux photovoltaïques, il faut juste s'assurer qu'il y ait assez d'énergie et de puissance pour que ça fonctionne. Merci beaucoup, Mohamed. Je Merci. t'invite à te rasseoir. Pour le coup, là, on est un petit peu en avance, ce qui fait qu'on va délibérer en direct avec les membres du jury, mais en off quand même sur les micros. Et on va vous annoncer d'ici les 5 minutes en fait les gagnants, si ça vous va. Les startups, je vais vous demander de sortir pour pas tricher, ça va de soi. Donc si vous avez envie de connaître le gagnant de ce grand concours en fait Pitch Contest Madines et Station F, vous avez juste à patienter 5 petites minutes le temps qu'on choisisse le grand gagnant et on l'appellera ici. Voilà.
C'est bon? Écoutez, c'est une unanimité. On est tous les quatre d'accord pour dire que Agenti a remporté ce concours. Est-ce qu'on les a? Parce que là, je les ai fait sortir. Félicitations. Félicitations, Baptiste. Tu as juste à te mettre là. Tout simplement pour... on rappelle un peu peut-être ton projet en 2 minutes. Je t'invite juste à prendre un micro. Parce que peut-être rappeler, on a des gens qui sont venus nous rejoindre en 2 minutes. En tout cas, félicitations. Merci. Je rappelle juste ce que tu as remportes. On va faire un petit article sur toi du côté Malines. Avant tout, on va faire aussi une photo juste là-bas avec les membres du jury. Tu auras le droit aussi à une interview sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, l'article avec aussi nos 3 membres du jury. Voilà. Je te laisse juste rappeler ton projet et ensuite on va clôturer ce beau pitch contest. Donc très rapidement, en 2 mots, nous on a développé un diagnostic sanguin qui permet de détecter Alzheimer plusieurs années avant la démence pour pouvoir justement permettre aux patients de bénéficier des traitements qui arrivent sur le marché, comme celui qui vient d'être accepté aux États-Unis. Voilà. En tout cas, si ça nous a plu, c'est une belle ambition, c'est une belle vision et on attend ça avec impatience. Merci. Félicitations encore. Merci à tous d'avoir suivi ce pitch contest Malines Station F.